On commence. Bonjour à tous, mon général, messieurs, mes chers collègues. Je vous prie d'excuser le président Thomas Gassillou qui, ainsi qu'il l'a précisé lors de notre audition précédente, a dû nous quitter pour participer à l'hommage national rendu aux victimes franco-israéliennes des attentats du 7 octobre. Pardon, oui. Nous restons sur la thématique de la coopération française à l'égard de l'Afrique en recevant 3 acteurs importants de cette coopération, 3 acteurs qui contribuent pour chacun d'entre eux à renouveler et approfondir la relation partenariale avec l'Afrique. Monsieur Jérémy Pelé, vous êtes le directeur général d'Expertise France, que l'on peut définir comme l'agence publique française de mise en œuvre des projets internationaux de coopération technique, même si votre champ de compétences dépasse de loin le seul secteur de la sécurité et de la défense et que votre champ d'action s'étend bien au-delà de l'Afrique. Vous avez en ce domaine une forte expérience que nous aurons plaisir à apprécier. Monsieur Samuel Fringant, vous êtes le président directeur général de Défense Conseil International, DCI, qui peut être défini comme l'opérateur de transfert du savoir-faire du ministère des Armées au profit de pays partenaires de la France. DCI est une société à mission, vous nous expliquerez ce que cela veut dire, émanant des forces armées et de la Direction générale de l'armement, dont l'État est actionnaire à plus de 50%. Vous aidez ces pays partenaires à relever les défis sécuritaires auxquels ils sont confrontés, en contribuant notamment à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle de leurs armées. Enfin, monsieur le général Didier Castres, vous êtes le président de Géogroupe, une entreprise de sécurité privée, cette fois spécialisée dans l'accompagnement et le développement des projets en zone à risque. Nous serons heureux de vous entendre sur la manière dont vous contribuez au rayonnement de la France en Afrique, sur les missions essentielles qui sont les vôtres, sur les difficultés que vous êtes amenés à rencontrer dans le contexte géopolitique en mutation que nous connaissons et les enjeux que vous percevez pour l'avenir. Aussi, messieurs, je vous laisse la parole, chacun pour une dizaine de minutes avant la séance des questions-réponses avec les députés. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, par monsieur Jérémy Pelé, directeur général d'Expertise France, pour 10 minutes. Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les députés, merci beaucoup de m'entendre aujourd'hui. Je pense que le cas de l'agence que je dirige depuis 5 ans, Expertise France, est assez pertinent dans le cadre de votre cycle d'audition sur l'Afrique, avec 2 raisons. La première, c'est que, vous l'avez rappelé, monsieur le vice-président, notre agence est très présente sur le continent africain, plus de 50% de son activité. J'ai circulé, vous pouvez en avoir connaissance pour gagner du temps, l'ensemble de nos activités sur le continent africain à la présidence de la Commission. Et puis nous sommes une agence de coopération technique, vous l'avez dit, présente sur tous les domaines, y compris le domaine de sécurité et de défense. 3 points, si vous me le permettez. Le premier, je pense qu'on peut commencer d'ores et déjà par tordre le cou à une idée reçue. L'idée reçue, c'est que les relations de coopération entre notre pays et le continent africain régressent. Ce n'est pas le cas. Au contraire, d'ailleurs, elles se développent. Elles changent de nature, c'est vrai. Mais elles se développent et je pense que nous en sommes un bon exemple. Expertise France, nous sommes l'agence de coopération technique de la France, interministérielle. Nous travaillons pour tous les ministères, y compris le ministère des Armées. Et notre activité connaît une croissance rapide, notamment, mais pas seulement, sur le continent africain. Nous avons une mission de service public précisée par la loi de 2021. Cette mission de service public, c'est celle de projeter, mobiliser l'expertise française à l'international sur ressources bilatérales et multilatérales et dans tous les domaines. La loi d'ailleurs acte aussi notre filialisation à l'AFD, mais avec un mandat propre et notre rôle dans le cadre de la politique extérieure de coopération et de développement. Ce rôle, il ne cesse de croître. L'agence, depuis 5 ans, a doublé son activité. De 190 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, nous avons atteint 390 millions d'euros l'an passé. Et elle a quadruplé
sa taille depuis sa création en 2015. Et cela sur tous les champs, coopération, justice, gouvernance, culture, santé, éducation, emploi, développement durable, mais aussi paix et sécurité. Et cette activité croît autant sur le continent africain que sur le reste du monde, puisque la part de l'activité reste stable dans nos projets. Nous avons 1200 personnes aujourd'hui sur le terrain, 1200 personnes, dont 750 en Afrique, avec d'ailleurs une majorité de ressortissants africains parmi ces personnels, et puis 600 à Paris. Nous sommes donc au cœur de la nouvelle relation avec l'Afrique, sur les startups, avec le programme Choose Africa en format groupe AFD, sur la coopération muséale, la restitution des biens culturels, l'élargissement de la coopération de la France à de nouveaux pays. Je pense au Rwanda, je pense à l'Éthiopie. J'étais la semaine dernière en Angola et au Mozambique, dans lequel notre coopération s'accroît. Donc au final, même si nous avons été évidemment impactés significativement par la situation politique au Sahel, je pense qu'il faut sortir de cet effet loupe. La croissance de notre activité sur le continent africain depuis 10 ans, elle témoigne d'une chose, qui est qu'il y a un appétit pour les compétences françaises sur le continent qui sont demandées, et l'envie d'ailleurs des pays de travailler avec nous, pas seulement des pays francophones, pour renforcer leur politique publique, ce qui est le cœur de notre métier. Et dans ces politiques publiques-là, et c'est mon second point, il y a le champ de la coopération de sécurité et de défense qui vous intéresse plus particulièrement dans le cadre de cette commission. Vous ne le savez peut-être pas, mais Expertise France a toujours eu le mandat d'agir dans le champ de la sécurité et de défense, même avant la création de l'agence. Avant sa création en 2015, c'est les agences qui l'avaient précédé, France Coopération Internationale, France Expertise Internationale, travaillaient déjà pour, dans le cadre des Nations Unies, sécuriser les camps de la MINUSMA au Mali, à Gao et à Kidal, où nous avons d'ailleurs mobilisé des entreprises françaises, dont Géos, qui travaillaient avec nous. La paix et la sécurité dans notre activité, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an passé, en 2023. 100 millions d'euros. Donc c'est quand même un quart de l'activité de l'agence, dans les 4 domaines que sont le renforcement des forces de sécurité et de défense, les menaces globales, la prévention et l'adaptation aux risques, je pense notamment au risque NRBC, et la stabilisation dans les pays en conflit. Donc pour ça, nos modes d'action sont assez larges. On mobilise une large palette d'interventions, l'assistance technique, bien sûr, l'envoi d'équipes projets dans les ministères, dans les structures de sécurité et de défense, mais aussi dotation en matériel et construction d'infrastructures, voire d'infrastructures lourdes. Notre mandat, c'est que nous agissons toujours dans le cadre d'une activité non létale en raison des contraintes de notre mandat. Nous sommes actifs dans le renforcement des forces de défense, c'est le cas en Afrique de l'Ouest, c'est le cas en RDC. Nous sommes aussi actifs dans le champ de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, la sécurité maritime, la cybersécurité, autant d'enjeux qui sont très importants aujourd'hui. Géographiquement, une présence relativement forte en Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée, mais aussi en Afrique centrale, dans l'océan Indien. Et je n'oublie pas, en dehors du continent, des projets emblématiques, la construction du quartier général du poste de commandement du régiment modèle au Liban, la sécurisation des frontières en Jordanie, le voisinage Est, etc. Notre grande force, c'est notre capacité à mobiliser des financements internationaux et en particulier européens. Expertise France, c'est une machine à gérer des fonds européens. Mais au-delà de ça, c'est aussi une très grande confiance structurée au fil des années avec ce partenaire qu'est l'Union européenne sur les questions de coopération et de défense. Peut-être quelques principes d'intervention qui sont importants de rappeler. Je pense que le renforcement des capacités d'intervention et de déploiement des armées locales en délivrant équipements, infrastructures, elle se fait toujours à la demande des partenaires. Nous ne faisons pas à la place des forces locales. Nous contribuons à leur montée en puissance. Nous prenons une approche intersectorielle, et je pense que c'est la force d'une agence comme la nôtre, c'est-à-dire que nous poussons dans nos activités le renforcement du lien de confiance entre population civile et forces de défense et de sécurité, en rendant ces forces plus professionnelles, plus redevables,
en instaurant un dialogue inclusif, continu entre eux, en y intégrant des dimensions de justice, de bonne administration, voire de santé d'ailleurs. Nous poussons dans nos actions le renforcement de ce lien de confiance. Nous répondons à l'urgence du temps politique. Nous avons fait l'expérience, construit et livré des emprises militaires, notamment des postes militaires renforcés dans des régions très compliquées, en moins de 2 ans. Nous contribuons au déploiement de l'expertise française, évidemment. Je pense au renforcement des rôles, des fonctions prévôtales, par exemple, en Mauritanie, au Tchad, où nous travaillons évidemment très étroitement avec la gendarmerie française. Pour cela, nous nous appuyons sur notre partenariat avec tous les acteurs, que l'on réunit d'ailleurs dans notre comité opérationnel de défense, les acteurs institutionnels, bien sûr, le MINARM, le MA, la DGRIS, le réseau diplomatique de défense, la DCSD, je vous avais entendu son directeur, je crois, juste avant nous, les opérateurs français, DCI, Civipol, l'économie des armées, et puis, je n'oublie pas non plus nos partenaires étrangers. Je pense aux agences de coopération comme Enabel, Civipol, car de plus en plus sur les financements européens, on nous demande d'agir en équipe Europe. Et c'est évidemment important d'avoir ce réseau-là. Je suis d'ailleurs le président actuellement de l'association des agences de coopération européennes. Dernier point, je pense que dans ce contexte, et dans ce contexte de révision d'ailleurs globale de notre présence militaire sur le continent africain, je pense qu'on peut continuer à mieux nous organiser pour répondre aux besoins de nos partenaires africains. Ce qu'il est important de garder, c'est l'approche à la demande. Lorsque nous renforçons les capacités d'intervention, je l'ai dit, c'est toujours à la demande. Ça rejoint aussi les intérêts de la France. C'est ce que nous avons toujours fait lorsque nous avons équipé les bataillons d'un certain nombre de forces en Afrique de l'Ouest. C'est ce que nous continuons à faire dans le Golfe de Guinée en complémentarité avec l'action de nos propres forces. En ce sens, je pense qu'on s'inscrit totalement dans le cadre de la nouvelle posture de coopération de défense française en Afrique de l'Ouest. Et nous sommes exactement dans la ligne de la mission qui a été récemment confiée par le président de la République à Jean-Marie Bockel en tant qu'envoyé spécial pour l'Afrique, qui réfléchit, vous l'avez sans doute entendu, à la manière de bâtir avec les pays africains des partenariats de sécurité renouvelés, équilibrés et mutuellement bénéfiques, basés sur leurs besoins, leurs demandes et leurs capacités d'action propre. Donc c'est, je pense, exactement ces principes qu'il faut garder en tête, avec une posture qui doit être une posture d'humilité, je pense. Ce n'est ni à la France ni à l'Europe d'être prescriptif en la matière, et une posture d'efficacité. Cette efficacité, elle inclut aussi la durabilité et le maintien en conditions opérationnelles du soutien qu'on peut apporter. Nous avons, dans ce contexte, sans doute des marges d'amélioration. Sur la coordination de l'équipe France, on a un paysage assez éclaté. Nous avons un très bon partenariat avec les acteurs institutionnels, en particulier avec la DCSD, où les coopérants de la DCSD sont impliqués directement dans nos projets. Je pense au Bénin, je pense aux écoles nationales à vocation régionale, je pense à l'ILCT que vous avez entendu juste avant. Mais nous avons parfois un peu de concurrence aussi entre acteurs français, là où beaucoup de nos partenaires étrangers sont très bien organisés, souvent avec une seule voix. Et donc, je pense que ça fait partie des éléments en tenant compte du contexte actuel sur lequel on peut avancer. En conclusion, je dirais que nous sommes à un moment charnière. La présence militaire française directe sur le terrain sera peut-être amenée à diminuer, mais la question, c'est par quoi la remplacer ? Par quoi la remplacer ? Par rien, par ce qu'attendent nos partenaires africains. Je pense que c'est ça la question politique, c'est le choix politique. C'est un choix qui a des implications fortes, des implications opérationnelles, des implications budgétaires. En tout état de cause, comme l'ensemble du groupe AFD, Expertise France se transforme, et là pour y répondre, car je suis convaincu qu'il n'y aura pas de développement sans sécurité et qu'il faut encore mieux articuler les deux pour assurer le développement durable du continent. Je vous remercie. Merci. On voit que votre champ d'action dépasse largement l'Afrique. Merci pour toutes ces explications. Je vais laisser la parole au général Didier Castres, président de Géogroupe. Merci, monsieur le vice-président, madame le député, monsieur le député, chers amis. Quelques mots pour redéfinir un peu ce qu'est Géos.
Géos, d'abord, fait partie du groupe ADIT depuis 2019. Et si son ADN initial était focalisé sur des prestations de sûreté-sécurité, son offre a été largement ouverte. Maintenant, Géos fait de la formation, gère des programmes complexes et fournit, là où elles sont demandées, des expertises spécifiques particulières. Expertise France disait qu'effectivement, on avait collaboré. Notamment, il nous avait confié la rémunération et le suivi financier des membres du G5 Sahel pendant 5 ans. Et cette opération s'est terminée cette semaine ou la semaine dernière. Je voudrais juste repréciser un peu quels sont maintenant les 4 métiers de Géos, en tout cas ceux qu'on essaie de développer. Et ces métiers, évidemment, ils ont vocation à s'inscrire dans des pays qui sont plutôt mal pavés. Et en gros, plutôt mal pavé, c'est une dizaine de pays en Afrique dans lesquels on est présent. Tout ça pour un chiffre d'affaires qui n'a évidemment aucune commune mesure avec ce que vient d'exposer le PDG d'Expertise France. On fait Géos, c'est 50 millions de chiffre d'affaires, dont la moitié en Afrique. Géos, c'est 900 collaborateurs, dont 700 en Afrique. C'est à peu près ça la copie générale de Géos. Les 4 métiers de Géos, c'est d'abord aider à l'implantation et au développement commercial d'entreprises ou d'organisations institutionnelles en leur garantissant les conditions de sécurité nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, à leur mobilité et à leurs implantations. À ce titre-là, Géos n'est pas spécialisé, il y a évidemment beaucoup de concurrence sur ce sujet-là, mais assure la sécurité d'un certain nombre d'emprises diplomatiques, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient françaises. C'est notamment le cas au Burkina Faso. Dans cette sécurisation, il y a finalement 3 choses. Il y a d'abord l'information des gens sur la situation sécuritaire, il y a le suivi de la situation sécuritaire, il y a la sécurisation des emprises, et enfin, il y a possiblement l'extraction ou l'évacuation des gens si les conditions de sécurité ne sont plus considérées comme tenables. Je prends un exemple parce qu'il est significatif, même si jamais ça n'arrive pas tous les jours. On a évacué du Yémen 150 personnes en affrétant un bateau lorsque la situation a complètement dégénéré au Yémen. Voilà ce qu'on est capable de faire en matière de sûreté. Le deuxième volet, qui est plutôt nouveau, c'est faciliter l'insertion d'ONG ou d'organisations professionnelles ou institutionnelles particulières dans les pays à risque par de la formation. Ce qu'on appelle la formation HIT. La formation HIT, c'est la formation aux environnements hostiles. On travaille dans ce domaine-là de façon très régulière avec Acted, avec l'AFD, avec Expertise France, on l'a fait aussi, avec MSF, etc. Et on a formé l'année dernière environ 700 personnes à ces zones de crise ou à ces comportements en zone de crise. Le troisième métier, c'est suppléer les entreprises ou les organisations internationales dans la mise en place d'expertise dès lors qu'elles ne souhaitent pas engager leur propre personnel dans des zones à risque. Je prends un exemple qui maintenant est passé. On avait été sollicité par les Nations Unies pour assurer la maintenance du système informatique des Nations Unies à Bamako. On assurait aussi pour la MINUSMA la sûreté passive des bases de Gao et de Kidal, tout ça pour environ 50 personnes. Et puis on parlait de cette gestion financière du G5 Sahel. Et puis le dernier métier, c'est la capacité de Géos à assurer la MOAD de projets complexes, depuis l'audit initial, depuis le conseil, jusqu'à la réalisation du projet. À titre d'exemple, Géos, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent, etc. Voilà à peu près les 4 métiers, de façon très synthétique, de Géos. Quels sont les avantages que je vois à ce type d'action? D'abord, c'est la basse visibilité de l'action de Géos, puisqu'on fait toujours appel à des prestataires locaux. Donc, ce n'est pas une équipe de France qui débarque dans les pays, c'est toujours un prestataire local avec des security managers ou des gens qui organisent tout ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la réversibilité.
c'est que ce genre de contrat, avec ce genre de prestataire, permet de pouvoir inverser la tendance, réduire, accélérer, beaucoup plus que peuvent le faire les institutions régaliennes de notre pays. Et je parle pour ce que je connais, c'est-à-dire pour les armées. Une fois qu'on s'est installé, c'est toujours très long de désinstaller. On l'a vu à plusieurs reprises. Avec ce type de fonctionnement, on peut le faire beaucoup plus rapidement. La troisième chose qui mériterait d'être consolidée, mais en première approche, c'est que le coût est largement inférieur à ce que peut faire l'État quand on a une mission qui s'apparente à celle que l'État voudrait voir conduire. Et puis enfin, le fait d'engager une société comme Géos, pour les domaines que j'ai évoqués, ça permet de recentrer ou d'alléger les charges administratives, les charges logistiques de l'État si l'État voulait s'engager dans une mission comme ça. Ensuite, dans la question telle que je l'ai comprise, et là je pense que je sors un peu de mon rôle de président de Géos et je remets mon treillis de sous-chef Ops de l'état-major d'armée, c'est quel appui Géos pourrait apporter à la stratégie française. D'abord, je pense qu'il faut essayer de caractériser, de façon évidemment, ça sera caricatural, mais les Afriques, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc moi j'en vois 4. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques et c'est l'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. C'est celle dont la France est en train d'être expulsée. Il y a une deuxième Afrique, je ne vais pas dire que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du centre et c'est celle qui est l'Afrique de la francophonie et des ressources stratégiques. On vient de découvrir des gisements incroyables en terres rares et en minéraux rares au Zimbabwe. Et les Chinois y sont déjà, les Russes y avancent. Je ne pense pas que des sociétés françaises aient déjà examiné leur engagement au Zimbabwe. Il y a ensuite une troisième Afrique qui est l'Afrique australe. Je pense que c'est l'Afrique du business. Et parmi les plus grosses économies, il y a évidemment l'Afrique du Sud. Donc c'est plutôt ce domaine-là qu'il faut privilégier. Et puis enfin, il y a l'Afrique de l'Est. Et pour moi, l'Afrique de l'Est, c'est l'Afrique des flux commerciaux entre le canal du Mozambique, entre la mer Rouge, entre ces lignes-là. Et c'est ça qui sont les priorités. Sur l'Afrique de l'Ouest, et je vais me concentrer là-dessus, puisque je n'ai pas tellement de légitimité pour les autres Afriques, pour l'Afrique de l'Ouest, je pense que d'un point de vue macro, la problématique est très différente d'une problématique qui serait simplement sécuritaire ou économique. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. Ce n'est pas uniquement la sécurité. Et on voit cette espèce de traînée de poudre. On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Et globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Et tous les acteurs que vous avez réunis ici, mais bien d'autres, devraient participer à cette stratégie, si jamais c'est bien notre stratégie. Pour mettre ça en œuvre, ça suppose 3 ou 4 conditions. D'abord, c'est que l'État bénéficie d'un réseau d'entreprises de confiance. Et là, il faut déterminer ça. Quels sont les critères? Comment on les détermine? Comment on le valide? Est-ce qu'il faut le légaliser? Est-ce que c'est simplement de l'interpersonnel? Mais en tout cas, il y a un sujet là. La deuxième, c'est que l'État ait la capacité et les mains qui soient un peu plus ouvertes sur les capacités d'externalisation, de transfert d'un certain nombre d'actions régaliennes. Il faut trouver la bonne ligne de séparation des eaux vers des entreprises privées. Je sais que c'est déjà le cas, notamment pour DCI et Expertise France, mais il faut revoir ça dans son ensemble. La troisième chose, elle a été dite, c'est qu'évidemment, il faut sortir de la logique d'offre pour être dans une logique de réponse à la demande. Et dans ce domaine-là, il faut aussi être capable de susciter la demande.
il ne faut pas l'attendre, il faut la susciter. Mais en tout cas, il faut sortir de la logique on va vous fournir que des pneus gauche de camion, si jamais il leur faut un pneu gauche et un pneu droit. Et c'est quand même un peu ce qui s'est passé pendant un certain temps. Et puis enfin, et c'est aussi une des conclusions qui a été évoquée, il nous faut avoir une structure qui soit une structure capable d'intégrer de nombreuses capacités. Je pense qu'un des sujets de l'influence, un des sujets des capacités à développer, c'est pas tant les métiers. On a des gens qui sont très bons dans les métiers. C'est la capacité à coordonner tout ça. La solution à l'influence, la solution aux crises, elle n'est pas tant dans le matériel, elle n'est pas tant dans l'expertise, elle est dans la capacité à coordonner. C'est ça qui détermine l'efficacité. Et c'est là qu'on doit aller. Un dernier mot encore pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ou comment on pourrait essayer d'expérimenter ça. Je me suis posé la question, quand j'ai vu la volonté ou la décision politique de réduire profondément nos effectifs prépositionnés outre-mer, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire. Eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, ce n'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, Port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camps multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire, du culturel jusqu'à l'entraînement de gens sur le camp de Lomo Nord, qui est un champ de tir assez connu. C'est un peu ça que je vois comme capacité d'intégration. C'est un peu comme ça que je vois la façon dont notre pays pourrait conserver une forme d'influence en Afrique, tout en respectant évidemment et tout en obéissant aux instructions qui nous ont été données ou qui ont été données par le pouvoir politique. Voilà, ça c'est un exemple particulier. Je pense qu'on peut les multiplier à l'envi. Il faut simplement qu'on ait envie de faire quelque chose comme ça. Monsieur le vice-président, j'en ai fini. Merci, monsieur mon général, d'avoir développé les quatre métiers de GEOS. Je vais donc laisser la parole maintenant à monsieur Fringant, qui est le président directeur général de Défense Conseil International. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, chers amis, merci de me donner l'occasion de m'exprimer. DCI, Défense Conseil International, a un statut très particulier. Nous opérons plutôt dans l'ombre. En tous les cas, c'est un honneur d'être devant vous aujourd'hui. Nous sommes un outil de coopération et de rayonnement de la France depuis plus de 50 ans, mais comme vous allez pouvoir le constater, malgré ces 50 ans d'existence, nous sommes un outil neuf en termes d'influence française en Afrique. Pour éclairer mon propos, si vous me permettez, j'articulerai celui-ci en 3 temps. Dans un premier temps, très rapidement, je rappellerai en quoi, et je vous exposerai en quoi DCI est un outil d'influence très particulier au bénéfice ou à la disposition du ministère des Armées, avant d'évoquer devant vous la stratégie que DCI a retenue ces dernières années pour se positionner comme outil d'influence en Afrique. Et enfin, je terminerai en évoquant les résultats intéressants que nous avons pu obtenir ces toutes dernières années, et notamment durant l'année écoulée. Premier point, en quoi DCI est un outil d'influence de la France et plus particulièrement du ministère des Armées. Pour aller à l'essentiel, je pense qu'il est important de revenir à la genèse, à la création de DCI. 1972, DCI a été créé pour accompagner les grands contrats d'export à l'armement et assurer la formation opérationnelle dans le cadre de ces grands contrats d'export. Et donc, c'est en qualité d'auxiliaire et afin de ne pas obérer la capacité opérationnelle de nos forces que, sur décision et à l'initiative du ministère des Armées, cet organisme a été créé. Peu à peu, avec le temps, et en qualité d'opérateur du ministère des Armées, DCI a été chargé d'assurer plus largement des transferts de savoir-faire opérationnels des armées dans l'ensemble de leurs domaines de compétences, y compris les plus critiques, et en intégrant les savoir-faire de la Direction générale
de l'armement. Tout cela, évidemment, vous l'avez compris, dans le cadre de programmes de coopération internationale. Pour résumer cela, je reprendrai les termes de notre raison d'être inscrite dans les statuts, qui consiste, de contribuer au rayonnement de la France et du ministère des Armées, ainsi que de sa base industrielle et technologique de défense, et également de contribuer au renforcement de la coopération de défense et de sécurité avec les pays alliés et partenaires de la France et de l'Union européenne. Je voudrais citer également la lettre qu'a adressée Mme Florence Parly le 5 mai 2022 en soutien de la candidature de DCI pour se voir confier par l'Union européenne la gestion de projets sur financement européen, et j'y reviendrai dans quelques minutes. Pour citer la lettre de Mme Parly, DCI conduit une mission d'intérêt général et constitue un organisme de droit privé investi d'une mission de service public au sens de la réglementation européenne, en tant qu'opérateur du ministère des Armées pour la mise en œuvre d'actions de coopération bilatérale dans le domaine de la défense et de la sécurité. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on opère? Aujourd'hui, DCI, c'est 230 millions d'euros de chiffre d'affaires dédiés exclusivement au domaine militaire et aux domaines, j'insiste, les plus sensibles, avec 1 millier de salariés, 23 centres de formation qui sont répartis en France et à l'étranger, et complètement intégrés aux infrastructures militaires. Nous y accueillons en France des stagiaires étrangers, et à l'étranger, évidemment, des stagiaires des pays dont la France est partenaire, sur des volets et pour des formations extrêmement différentes. À titre d'illustration, nous venons de terminer la formation des équipages de sous-marins Scorpène au Brésil. Nous accueillons en France, j'y reviendrai, des pilotes d'hélicoptères algériens, et nous allons débuter la formation guerre électronique des Polonais dans quelques mois. Cet outil, bien sûr, est un outil totalement contrôlé par l'État, avec une très forte coordination assurée au niveau du ministère de l'Intérieur. Nous avons parmi nos organes de gouvernance un comité, qui est le comité d'expertise opérationnelle, qui est présidé par l'officier général en charge des relations internationales auprès du chef d'état-major des armées. Ce comité, auquel je rends compte quelque part, rassemble l'ensemble des officiers généraux en charge des relations internationales auprès de chacun des chefs d'état-major, en représentant évidemment de la DGRIS du ministère des Armées et en représentant de la DGA, le but étant de coordonner ou de s'assurer au travers de cette coordination que les actions menées par DCI sont en parfaite complémentarité et cohérence par rapport aux objectifs des différentes composantes du ministère des Armées. À cette proximité, évidemment, il y a ces liens réguliers que j'entretiens avec le cabinet du ministre des Armées, M. Lecornu, le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major particulier, et puis notamment des organismes extérieurs, dont le DCSD que vous avez vu précédemment. Cette proximité unique explique le rôle d'auxiliaire qui nous est confié et le fait que 80% des effectifs soient composés d'anciens militaires ou de jeunes retraités issus des armées qui sont détenteurs d'expertise très rares. La militarité est en notre ADN et participe au sens de la mission, d'ailleurs, qui nous est confiée. Par ailleurs, comme nous sommes une entreprise, nous avons une agilité propre à une entreprise pour répondre le cas échéant et en qualité d'auxiliaire que je viens d'évoquer, des besoins spécifiques avec une cinétique et dans des délais très très courts. Donc pour résumer sur le premier point, vous l'avez compris, DCI est un outil d'influence du ministère des Armées, para-étatique, qui assure une présence française discrète si nécessaire, ça c'est un point essentiel, sur un certain nombre de missions, couvrant l'ensemble des savoir-faire de nos armées et de la DGA. C'est un outil totalement contrôlé par l'État et qui sait faire preuve d'une grande réactivité, y compris dans des domaines d'expertise très critiques. Alors, quelle stratégie retenue ces dernières années pour positionner l'outil sur le continent africain? En fait, jusqu'à une période extrêmement récente, DCI n'avait pas réussi à jouer un rôle d'influence en Afrique, pour plusieurs raisons, sur lesquelles je reviendrai. Mais à mon arrivée, à titre d'illustration, en 2019, l'Afrique représentait 0,1% de notre activité, et nous étions présents dans 3 pays. Nous accomplissions des formations de spécialité, notamment à la demande de la CSD, quelques missions au profit d'Expertise France, mais tout cela était extrêmement embryonnaire. Considérant que notre mission était une mission d'influence, nous avons complètement redessiné cette stratégie en adaptant nos produits de formation, notamment, en abaissant drastiquement notre structure de coût, qui était quelque chose de fondamental. À titre, pour illustrer mon propos, en 18 mois, nous avons réduit de 30%
cette structure de coûts, et je tiens à rendre hommage à l'ensemble des salariés de DCI qui ont œuvré à cet effort extrêmement important. Dans le même temps, on a conduit une rénovation complète de notre offre de formation en standardisant nos offres de formation et en les adaptant mieux à un certain nombre de besoins, notamment en Afrique, étant entendu qu'un certain nombre de pays partenaires de la France ne sont pas forcément intéressés par les standards stricto sensu déployés au profit des armées françaises. En parallèle, j'ai eu à cœur de faire connaître et de mettre à disposition cet outil spécialisé des CI auprès des instances de l'Union européenne et de l'OTAN, en profitant du changement d'approche de leur politique de partenariat de défense, appuyé par de nouveaux instruments que sont, comme vous le savez, la Facilité européenne de paix depuis 2021, et pour l'OTAN, les paquets de développement capacitaire de défense, dits DCB. Cette démarche apparaissait d'autant plus logique que l'une des particularités du groupe DCI, et qui en fait un différenciant fort, c'est que notre société couvre l'intégralité du spectre des savoir-faire les plus critiques des armées françaises et de la Direction générale de l'armement, lesquels sont reconnus au niveau international, compte tenu notamment de l'engagement et de la crédibilité de nos forces. Ceci permettait de justifier le positionnement de DCI comme opérateur de référence au-delà de la France, comme opérateur au niveau européen et au sein de l'OTAN dans des domaines sensibles et complexes de défense, aptes à conduire des coopérations militaires. La mise en place, je l'évoquais, de la FEP en 2021, mais aussi le déclenchement du conflit en Ukraine en 2022, a accéléré le recours à cet instrument de partenariat de défense à partir de 2022, je parle de la FEP, et dans ce cadre, DCI a très rapidement identifié comme partenaire naturel et potentiel, ce qui nous a amené à initier un processus d'accréditation, processus dit Pagoda, que j'ai évoqué précédemment, pour bénéficier d'accréditation, à se voir déléguer des crédits européens avec l'aide de l'État. Je veux vraiment souligner le fait que cette démarche n'a été rendue possible qu'avec l'appui très clair de l'ensemble des autorités françaises, à commencer évidemment par le ministère des Armées, par la voix de Mme Florence Parly, qui a désigné DCI comme opérateur du ministère des Armées au travers d'une lettre et qui était une condition de l'acceptation de notre candidature à cette accréditation Pagoda, et d'autre part au soutien sans faille du ministère des Affaires étrangères, en la personne de M. l'ambassadeur Philippe Léglise-Tosta, à Bruxelles, lequel nous a permis d'ouvrir un bureau au sein de la représentation permanente de l'Union européenne dès octobre 2022, avant même l'obtention de l'accréditation Pagoda, que nous avons obtenue le 13 juillet 2023. L'insertion dans les locaux est d'autant plus importante qu'elle nous permet une meilleure coordination avec l'ensemble des opérateurs para-étatiques concernés. Je pense évidemment à Expertise France, mais aussi à Civipol. Dans la foulée de cette accréditation auprès de l'Union européenne, nous avons également obtenu la signature d'un protocole d'accord avec le secrétariat international de l'OTAN le 28 juillet 2023, qui constituait une première. Nous sommes pour l'heure la seule et première société habilitée à gérer des projets otaniens de Defense Capacity Building. Donc, en conclusion, sur ce second point, comme vous pouvez le constater, notre stratégie pour garantir l'influence a permis de nous adapter aux réalités des besoins et des capacités en Afrique, mais surtout de valoriser notre positionnement d'opérateur du ministère des Armées pour obtenir, dans un cadre multilatéral, le statut à la fois d'opérateur européen et otanien spécialisé dans le champ de la défense, en espérant ainsi démultiplier l'influence de la France. Troisième et dernier point, pour conclure, les résultats obtenus depuis l'année 2020, enfin, ces dernières années, et plus particulièrement depuis 2023, je voudrais insister sur le fait que le mouvement initié en 2021-2022 dans le cadre des relations bilatérales a bénéficié, avec cette réduction de coûts et adaptation des offres de formation, a bénéficié d'un réel effet démultiplicateur depuis juillet 2023 grâce à notre nouveau positionnement auprès de l'Union européenne et de l'OTAN. Et les résultats sont assez intéressants. Comme je vous l'indiquais, alors que l'Afrique représentait 0,1% de notre activité en 2018, elle va représenter près de 15% en 2024, compte tenu des contrats signés ou en cours de signature. Et alors que DCI couvrait 3 pays africains en 2019, nous avons couvert 14 pays en 2023, en passant de 700 000 euros à 58 700 000 euros de volume d'affaires global, dans des domaines, j'insiste, extrêmement critiques du champ de la défense. Et derrière ces chiffres, il faut d'abord y voir, bien sûr, un indicateur de l'accroissement de notre rôle d'outil d'influence. Alors, je ne vais pas vous faire l'inventaire à la Prévert, mais simplement pour vous citer quelques exemples concrets. Dans le champ bilatéral, depuis 2022,
Nous assurons la formation d'une trentaine de pilotes d'hélicoptères algériens en bilatéral, négociés directement, ou encore la formation de mécaniciens aéronautiques rwandais. Nous participons au soutien aux exportations d'entreprises telles que Kership, où on forme les équipages des OPV de Kership en 2022-2023 pour les marines sénégalaises et de RCI. En 2023, depuis l'été dernier, nous a été confié par l'EMA la formation état-major de 28 stagiaires issus de 14 pays africains et de 8 stagiaires français. Et vous savez combien l'enseignement militaire supérieur constitue un enjeu d'influence important, notamment en Afrique. Et puis surtout, depuis l'été 2023, nous avons démultiplié notre influence, l'influence du MINARM, en apparaissant, comme je le disais, comme opérateur de l'UE et de l'OTAN. Pour l'UE, nous agissons au Bénin où nous allons fournir des capacités de surveillance et de renseignement ISR. D'autres mesures sont attendues dans les semaines à venir. Pour les pays riverains du lac Tchad, je pense au Tchad, Cameroun, Nigeria, Bénin. Dans le cadre de la force multinationale mixte contre Boko Haram, nous déployons un service de surveillance et de renseignement. Nous construisons ou mettons à niveau des infrastructures de l'avant. Nous allons soutenir la mobilité des forces en sourçant des moyens adaptés. En Somalie, sous la supervision de l'Union européenne, autre exemple, nous sourcerons et nous fournirons des munitions de petit calibre qui doivent servir à l'entraînement des forces. Et autre exemple, s'agissant de l'OTAN, nous accompagnons la Mauritanie pour renouveler sa stratégie de renseignement et nous l'aidons à assurer par ailleurs la reconversion des personnels en tenue qui quittent le service actif et qui souvent sont la proie d'organisations criminelles. Je ne cite pas ici d'autres exemples que nous accomplissons en coordination avec d'autres opérateurs. Je pense notamment notre action en parfaite coordination avec Civipol sur l'Égypte au profit des marines égyptiennes ou encore l'Economa des armées sur une autre action de Mauritanie où nous formons des opérateurs du drone. En toute conclusion, je m'autorise à qualifier ce bilan provisoire de success story et j'en retire quelques éléments de conclusion. Singularité pour DCI. Premier point très important, la militarité de l'outil DCI, auxiliaire des armées et son expérience de plus de 50 ans à l'international qui nous permettent d'être acceptés par nos partenaires africains et de bien comprendre ses besoins opérationnels dès le départ et qui nous permettent ainsi d'être un acteur de mise en œuvre immédiatement efficace. Deuxième point, les savoir-faire spécialisés, notamment dans les domaines les plus critiques et à haute valeur ajoutée, qui ont toute leur place dans les politiques de partenariat aujourd'hui les plus ambitieuses de l'OTAN et de l'Union européenne en accompagnant les besoins de montée en gamme de nos partenaires africains dans des domaines de capacité opérationnelle. Troisième point, au résultat, DCI est aujourd'hui un outil démultiplicateur de l'influence de la France dans le domaine de la coopération de défense en Afrique en permettant aux représentants de la France au sein de l'Union européenne et au sein de l'OTAN de répondre présent pour porter des projets de défense en Afrique, en assurant également la cohérence opérationnelle des projets sur le terrain et en évitant les doublons grâce à l'excellente coordination, je veux insister sur ce point sur le terrain, avec le réseau français des attachés de défense et les coopérants, et enfin en soulageant la charge qui serait sinon celle des forces armées dans des géographies qui sont pourtant, comme vous le savez, prioritaires. L'avenir de DCI en Afrique s'inscrit dans le prolongement des actions menées dans 2 ans, tant directement auprès des pays africains directement que par l'intermédiaire de l'Union européenne ou de l'OTAN. Comme vous le voyez, donc, nous proposons un outil qui n'est pas comme les autres, à la fois spécialisé, réorganisé pour gagner en agilité et en initiative. Peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir. DCI est un outil de partenariat et de coopération unique, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, capable de mettre en œuvre des solutions spécifiques au plus près des besoins des partenaires africains. Il s'agit en définitive d'un vecteur de souveraineté contrôlé et orienté par l'État au service des intérêts de la France en Afrique, comme en Europe et dans l'OTAN. Merci de votre attention. Monsieur Fringant, vous avez dépassé votre temps de parole, mais c'était intéressant et on ne vous en veut pas. Merci, messieurs, pour avoir expliqué le contour de vos activités et de vos responsabilités. Et maintenant, je vais passer la parole aux orateurs de groupe qui vont vous poser des questions. Nous allons commencer par le groupe Renaissance. Benoît Borda. Monsieur le vice-président, mes chers collègues, mon général, monsieur Pelé, monsieur Fringant, merci pour vos propos. La coopération entre nos forces et les opérateurs, les acteurs de la coopération de la sécurité-défense est en effet un aspect à considérer sans tabou en réponse aux défis sécuritaires de l'Afrique. Le cycle Afrique vise depuis ses débuts
à explorer notre aspiration à développer un modèle innovant de collaboration, en l'espèce militaire, avec les nations africaines. Le président de la République a d'ailleurs annoncé 2 axes pour repenser notre présence militaire. D'une part, la réduction des effectifs français au profit d'une montée en puissance de nos partenaires africains. D'autre part, une meilleure formulation des besoins militaires et sécuritaires pour accroître l'offre de formation, d'accompagnement et d'équipement. Face aux défis stratégiques de l'Afrique, la collaboration entre nos forces armées et les acteurs, les opérateurs de sécurité, notamment privés, mérite d'être explorée. Citons le MCO ou encore la formation, où ces partenariats sont judicieux pour faire face aux guerres de demain. Et d'ailleurs, j'en profite pour une mention spéciale à l'équipe France, que vous avez citée tout à l'heure, qui œuvre à la cohérence des efforts de ces acteurs. L'histoire récente, marquée par l'expérience américaine au Moyen-Orient, nous enseigne que la frontière entre complémentarité et dépendance est ténue. Conformément au document de Montreux, nous devons tracer une voie distincte tout en nous appuyant sur l'innovation et l'agilité du secteur privé. Notre coopération avec les opérateurs sur le continent doit être alignée sur nos valeurs républicaines pour un soutien logistique, la sécurité, la formation ou l'intelligence économique. Comment les acteurs de la coopération de sécurité peuvent-ils optimiser la formation des forces africaines face à une demande croissante et quel peut en être le vecteur d'influence pour la France en Afrique? Et comment envisager une collaboration efficace entre nos forces et le secteur privé en réponse aux défis sécuritaires spécifiques à l'Afrique? Je vous remercie. Messieurs, je vous propose de répondre après chaque question. Ce sera peut-être plus simple, étant donné qu'il n'y a pas trop de questions. Merci. Qui veut répondre? Merci, monsieur le député, pour votre question. Je laisserai peut-être le général Castres répondre sur la collaboration avec le secteur privé, même si je peux sans doute donner quelques éléments. Vous avez vu, je pense, aujourd'hui la diversité de la capacité d'action des opérateurs français, très complémentaires. Et il y en a d'ailleurs d'autres. Ça ne résume pas, je pense, l'ensemble de notre capacité de mobilisation sur ce sujet. Pour moi, la bonne organisation, et ça a été dit, je crois, par le général Castres, c'est la capacité à avoir une vision d'ensemble des projets et ensuite à mobiliser la bonne expertise. Je pense que la clé du sujet, elle est là. Elle suppose d'avoir une capacité d'ensemblier, mais nous l'avons, Expertise France là en particulier. Elle suppose d'avoir la capacité à mobiliser les acteurs publics et privés. Elle suppose d'ailleurs de jouer français, mais pas seulement français aussi, et de laisser parfois la place à nos alliés. Je pense que c'est ça la collaboration efficace, c'est ça la position qui peut être celle de la France aujourd'hui dans un panorama où les risques, les concurrents sont nombreux, très offensifs aussi, bien organisés. Et donc, on ne peut pas souffrir de défauts d'organisation, je pense, en la matière. Mais je pense que l'espace aujourd'hui, il est bien là pour avancer dans ce sens. Messieurs, si vous voulez compléter, oui, vous avez bien sûr la parole. C'est évidemment une question très pertinente. Concrètement, je vais répondre sur ma perception. D'abord, vous parlez des valeurs républicaines. Ces valeurs, il faut tirer le constat qu'elles ne sont plus universelles. Elles sont contestées partout. Ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner, mais ça veut dire qu'on ne peut pas faire ça comme point d'entrée, ou alors on va fermer beaucoup de portes. En tout cas, elles ne sont pas universelles. C'est ce qu'on voit dans le Sahel, c'est ce qu'on a vu en Afghanistan, c'est ce qu'on voit en Irak, pour ne citer que ces pays-là. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'on a une inclination qui est une logique en matière de formation, mais en matière de tout, à vouloir imposer du prêt-à-porter occidental à ces gens-là plutôt que du sur-mesure.
Et l'exemple pour moi le plus caricatural, c'est la mission de formation de l'Union européenne au Mali. Donc on a dit, en France, la section, c'est 3 groupes à 10 ou 4 groupes à 8, et on va les former comme ça. Mais non, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'ils fonctionnent, c'est pas comme ça qu'ils font la guerre, c'est pas comme ça qu'ils assurent la sécurité. Je pense que dans notre approche de la coopération, on a un problème de décentration. La décentration, c'est se mettre à la place de l'autre. Et tant qu'on ne fera pas cet effort, ça ne veut pas dire qu'ensuite on fera tout comme ils veulent, mais en tout cas, on comprendra. Et donc, pour pouvoir faire une offre en réponse à une demande qui soit à peu près alignée, je ne parle pas de finance, je parle de culture, il faut apprendre ces gens-là. Or, la RGPP, elle a chassé tous nos experts. Avant, on avait des diplomates, on avait des militaires qui connaissaient tous les cailloux du Sahel par leur prénom et tous les acacias par leur nom de famille. Ben ça, c'est fini, on n'en a plus. Et du coup, on est dans une logique où on met en place on transpose des modèles qui sont des modèles occidentaux, qui ne correspondent ni à leur culture, ni à leur niveau de maturité, ni. Ça, c'est la deuxième. C'est pas une réponse, c'est une réflexion. La troisième chose, je crois qu'on a un peu souvent tendance à vouloir répondre quand il y a une demande, ce qui a été exposé par DCI et par Expertise France, dans des segments qui sont extrêmement limités d'expertise. Je pense qu'il faut rentrer dans une logique de proposition ou de réponse intégrée. Je vais prendre un exemple. En ce moment, on sait qu'il y a un problème sur le fleuve Sénégal, entre la Mauritanie et le Sénégal, pour assurer la sécurité, les trafics, les mouvements des terroristes dans cette zone-là. Est-ce que nous, on doit dire, on va former des pilotes de vedettes, on va former je ne sais quoi, ou est-ce qu'il faut dire, on va vous proposer de créer une brigade fluviale, d'installer une brigade fluviale pour assurer la sécurité d'eux. Je pense qu'il faut essayer de voir comment on peut dépasser l'étape de la formation technique pour proposer des capacités intégrées. Comment on propose des capacités intégrées? Je pense que c'est probablement non pas un sujet, une problématique qu'on partage, mais on l'a évoqué tous les deux. Je pense que dans cette assemblée, tout le monde connaît le CPCO. Eh bien, je pense qu'il faut créer le CPCPI, le Centre de planification et de conduite des projets intégrés. Il faut savoir qui fait ça. Actuellement, comme la plupart de ces projets, ils dépassent le cadre bilatéral, nous, on ne sait pas faire ça. Un ambassadeur, lui, il fait son pays, et c'est comme ça. Et donc, comment on fait pour traiter des projets qui, non pas qui s'affranchissent des frontières, mais dont la problématique dépasse la logique frontalière. Et ça, on n'a pas cet intégrateur. Et cet intégrateur, il faut le créer. Soit l'État le crée en patrimonial, soit on trouve une entreprise du secteur privé dont on vérifie ses aptitudes à faire ça et qui est l'intégrateur. Et je pense que c'est une réponse insuffisante, mais un début de réponse à votre question, monsieur le député. Merci. Si vous permettez, je voudrais compléter le propos de mes deux collègues sur le volet formation. Merci de cette question, elle est importante. Je pense qu'en matière de formation, nous avons une formidable opportunité qu'il nous faut saisir, parce que la formation militaire, c'est à la fois la culture du savoir-faire, évidemment, mais aussi du savoir-être. Tout est dans la manière dont on l'appréhende. On a la particularité aussi d'avoir une approche qui consiste à aider à faire et non pas à faire. Donc, à partir du moment, en tous les cas, c'est l'approche des CI, où on vise à l'autonomie, on a pour ambition l'autonomie des pays partenaires, là, tout le monde peut être intéressé à cette démarche, avec, et ça a été souligné également, une forme d'humilité d'emblée qui consiste à considérer qu'évidemment, chaque besoin est spécifique, chaque culture est particulière et qu'il ne peut pas arriver avec un modèle figé. Donc, d'où la nécessité de l'agilité, mais pour illustrer un peu mon propos sur les opportunités, vous avez aussi aujourd'hui, et ça fait partie de la culture militaire d'ailleurs, originellement, la capacité de démontrer que nous sommes capables de fournir des formations militaires sur des matériels évidemment français, mais pas seulement. Aujourd'hui, dans certains pays, nous opérons, par exemple, sur des matériels, des bâtiments de conception turcs, désormais. Et donc ça permet de mettre en avant, évidemment on préfère que ce soit du matériel français, mais c'est l'occasion aussi de promouvoir la BITD dans le temps d'après. Mais l'adaptation à la typologie de matériel, que ce soit sur la formation ou le MCO, elle est déterminante et elle doit déterminer, en tous les cas, une forme d'agilité. Autre exemple, et ça a été aussi évoqué, la langue. La langue ne doit pas être un obstacle à la formation.
Donc, là encore, le fait de pouvoir accroître notre stratégie d'influence et notre empreinte, en ayant, et même si nous privilégions évidemment la francophonie, mais en intégrant l'anglais ou d'autres langues, est déterminante. Dernière chose qui est sous-estimée, et en tous les cas ça fait partie de la stratégie pour DCI, c'est l'approche duale de la formation. Quand vous êtes formé par exemple des mécaniciens militaires, vous pouvez concevoir une école qui soit ouverte sur l'extérieur et qui permette aussi de former toute une jeunesse au-delà du champ strictement militaire. Et au travers aussi d'un certain nombre de savoir-être propres à nos armées, etc., etc. Donc j'insiste sur le fait que la formation, dès lors qu'elle est prise avec un minimum d'humilité et en intégrant les particularismes locaux, elle est un formidable levier d'influence. Elle suppose aussi, pour être efficace, et c'est aussi un axe d'effort qu'il faut améliorer sans doute à bien des égards, une animation de réseau. Moi, je considère que chaque stagiaire est un ambassadeur de la France. Chaque stagiaire. Mais simplement, il ne faut pas qu'à l'issue de la formation, on ne lui demande pas de nouvelles, il n'ait aucune nouvelle des années et des années. Ça s'entretient. Ça s'entretient au travers d'une expertise. Vous avez ce contact, et souvent ça arrive. Nos instructeurs à Saint-Mandrier, ils ont des contacts de sous-mariniers, ils ont des contacts d'anciens spécialistes formés dans nos murs pour leur dire « j'ai un problème, comment je le résous ?» C'est aussi une approche d'expertise, parce qu'aujourd'hui, avec le digital, vous avez l'opportunité de mettre en ligne des réseaux d'experts, vous avez des clubs d'experts qui permettent, si vous voulez, de nourrir ce lien. Et puis, il y a évidemment cette culture de frères d'armes. Quand on organise des réunions d'anciens de Saint-Cyr dans certains pays à l'occasion des 2 décembre, on voit tout le lien affectif que nous pouvons cultiver. Encore faut-il le cultiver. Je ferme la parenthèse, mais ça me paraît important. Je terminerai sur un dernier point, sur l'enseignement. Dans le cadre de notre plan stratégique, qui a été validé par les représentants de l'État au sein de notre conseil d'administration, j'ai souhaité mener une étude assez précise sur l'enseignement militaire supérieur et comparer la stratégie des grandes puissances alliées, qui sont, à certains égards, là encore, nos premiers concurrents. Nous formons le même volume de cadets, quand je dis nous, c'est DCI et les armées, nous formons le même volume de cadets que les Britanniques et que les Américains, mais les Britanniques forment 2 fois plus d'officiers supérieurs que nous, et les Américains 4 fois plus. Vous imaginez bien qu'en termes d'influence, ce n'est pas la même chose de former un sous-lieutenant, je sais pour avoir participé à ces formations, j'y suis attaché, que de former un officier général. Et donc, la vision de l'influence des puissances occidentales et des principales puissances je dirais pas concurrentes, mais nos meilleurs alliés, elle est d'abord focalisée sur l'enseignement militaire supérieur. Réseau qu'ils animent. Voilà, pardon, excusez-moi, c'est un sujet qui me passionne. J'ai sans doute été trop long à nouveau, mais je voulais compléter le propos. Je ne vous ai rien dit. Je vais donner la parole maintenant aux représentants du Rassemblement national, Gisèle Lelouis. Merci, Monsieur le Vice-président. Mon général, Messieurs les directeurs, au nom de mon groupe, je tenais tout d'abord à vous remercier de votre présence et de vous prêter à ces auditions. Vous œuvrez à la politique de coopération française à l'égard de l'Afrique et indirectement au rayonnement de la France et à la protection des intérêts français dans cette région. L'expertise que vous en avez nous est utile ici pour comprendre les évolutions des peuples et des pays africains ces dernières années. Les changements récents qui s'y déroulent ont ouvert ces auditions sur l'Afrique et il nous manque encore des analyses, notamment en ce qui concerne la vie quotidienne, la société civile et les actions des acteurs dont vous faites partie. Depuis près d'1 an, à la tête de GEOS, groupe Mon Général Castres, vous œuvrez à accompagner, protéger, assister et préparer des entreprises et des institutions dans leurs projets, souvent en zone sensible, et vous connaissez donc parfois mieux le terrain que d'autres acteurs. À travers ces relais, les analyses de GEOS Group sur le moment présent permettent-elles de faire des projections sur une situation qui peut guider les pouvoirs publics français? Y a-t-il une coopération quotidienne? Il serait éclairant pour nous de savoir s'il y a toujours un partage d'informations. Dans les domaines relatifs à la défense et la sécurité vers les pays considérés comme des partenaires de la France, la DCI intervient essentiellement en tant qu'opérateur du ministère des Armées. Y a-t-il déjà eu par le passé des partenariats avec des organisations ou les États parfois éloignés de la France?
Pensez-vous, Monsieur le Directeur général Fringant, que ce serait une manière de faire valoir les intérêts de la France ou bien le contraire? En tant qu'agence publique, Monsieur le Directeur général Pelé, Expertise France travaille en lien étroit avec les institutions publiques françaises, mais aussi avec l'Union européenne, pour répondre à la demande de pays partenaires qui souhaitent renforcer la qualité de leur politique publique pour relever ces défis. À ce titre, pouvez-vous nous préciser de quelle manière s'effectue cette coopération avec l'Union européenne dans l'accès à la santé ou à l'éducation? Le groupe Rassemblement national se tient à l'écoute de vos présentations et vous en remercie. Messieurs. Madame la députée, je note vos deux questions. Est-ce que les analyses que nous faisons sont capables d'orienter les pouvoirs publics en matière d'anticipation? Non. Évidemment non. Nous sommes dans une tranche de temps qui est l'immédiat, c'est-à-dire qu'on dit aux entreprises, vous pouvez y aller maintenant ou vous ne pouvez pas y aller. Mais on n'est pas capable, on n'est pas organisé et on n'a pas vocation à faire de la, c'est pas de la prospective, mais voilà. Donc nous, on met des feux qui sont rouges, qui sont oranges ou qui sont verts. Un peu, en étant plus précis que ça, mais un peu comme le site du Quai d'Orsay qui dit il ne faut pas aller dans cette zone, vous pouvez y aller si vous êtes obligé ou vous pouvez y aller. On ne va pas plus loin que ça à titre géos. Sur la coopération ou sur l'échange d'informations avec le ministère des Armées ou avec le ministère des Affaires étrangères, bien sûr que non. Autant il y a un lien régalien entre Expertise France et l'État et entre DCI et l'État, il n'y en a absolument aucun entre GEOS, de cette nature-là, entre GEOS et l'État. Et donc, il n'y a pas de processus organisé qui permettent cet échange d'informations. Il y a bien évidemment mon passé et les connaissances que j'ai et les relations que j'ai. Et donc oui, il y a de l'échange d'informations. Oui, je peux solliciter des gens pour leur dire comment vous voyez la situation ici, ou quand moi j'ai des éléments particuliers, je peux les faire remonter vers les services concernés. Mais c'est tout à fait informel, c'est pas du tout organisé, et je ne sais pas s'il y aurait intérêt. Enfin, sauf si jamais l'État créait cette espèce de réseau de sociétés de confiance dans lequel on établirait ces relations. Je pense que pour l'instant, on n'en est pas là. Et donc je ne sais pas si c'est pertinent de le faire maintenant. Voilà pour ce qui concerne ma réponse, madame. Merci. S'agissant de votre question, madame, merci de la poser. Sur les États éloignés de la France, comme je l'ai indiqué, nous sommes totalement contrôlés par l'État. Donc, à ce titre, évidemment, rien ne se fait sans l'accord, voire l'initiative de l'État. Donc, j'ai évoqué cette coordination très, très forte avec le ministère des Armées. Il y a évidemment le respect strict des règles de la SIEMG, les export control, qui vaut pour le matériel militaire, qui vaut pour les formations militaires qui sont considérées comme du matériel. Donc, tout est complètement encadré, verrouillé. Ceci dit, ça ne signifie pas que DCI n'est pas en capacité d'être en initiative vis-à-vis des autorités. C'est régulièrement le cas, notamment dans des pays qui ne sont pas pourvus de matériel français, où nous avons été amenés, par exemple, à faire de la formation sur des hélicoptères étrangers avant de convaincre nos partenaires de basculer sur des flottes françaises. Donc ça, c'est le soutien à la BITD. Autre exemple, nous dispensons de la formation des équipages de drones sur des pays, donc toujours avec l'autorisation évidemment des pouvoirs publics, mais les drones qui sont utilisés par les pays partenaires peuvent être des drones américains, turcs. Nous formons sur la doctrine d'emploi et donc nous sommes en avance de phase de nos industriels. Tout cela donc permet de nourrir une coopération ou coordination étroite avec les DGA et le ministère des Armées en vue de voir dans quelle mesure nous pouvons défendre les intérêts de la BITD qui, comme vous le savez, participe de notre souveraineté. Pour répondre à votre question, Madame la députée, nous intervenons de deux manières sur la coopération européenne, sur la santé, sur l'éducation, comme d'ailleurs sur l'ensemble des domaines. D'abord en réponse au programme européen de coopération dans les pays, souvent pilotés par les délégations de l'Union européenne, et qui mettent en œuvre ces priorités à travers
un certain nombre de partenaires, dont Expertise France en tant qu'agence accréditée pour la gestion déléguée de fonds européens, ce qui suppose un dialogue permanent sur ce point, et puis à travers des programmes régionaux ou continentaux sur l'éducation, sur la formation des enseignants, par exemple, ou sur la santé, sur les problématiques de vaccins aujourd'hui. C'est la manière dont nous fonctionnons en bonne intelligence avec l'État qui nous accompagne sur ce volet important de notre activité, puisque c'est à peu près la moitié de notre activité. Merci. Merci. Maintenant, je vais laisser la parole au représentant de la France insoumise, Aurélien Saint-Toul. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, de ces présentations et de la profondeur de vue de vos analyses. Comme d'habitude, j'essaie plutôt de réagir à vos propos et je vous propose trois réflexions sur ce que vous nous avez présenté. Vous nous avez présenté en réalité un éventail de solutions de coopération avec un degré plus ou moins marqué de présence de l'État dans ces différents organismes que vous représentez, avec pour objectif de réduire l'empreinte dans le cadre d'une stratégie globale et puis de renforcer l'agilité et l'adaptation aux besoins. On comprend l'intérêt. Néanmoins, je vois, moi, trois limites ou trois difficultés dans cette stratégie que vous pouvez représenter. D'abord, je crois que cette stratégie a un élément très délicat, c'est que la réduction de l'empreinte peut aussi se traduire, en d'autres termes, en opacité. Et que cette notion d'opacité est d'autant plus importante et à manier avec précaution que la stratégie s'inscrit dans un moment de recherche affirmée d'accroissement de l'influence. Et cette notion d'influence me pose problème dans la mesure où elle est très souvent intransitive. On ne sait pas ce qu'il s'agit d'influence. On peut imaginer ce qu'il s'agit d'influencer, mais on a du mal à définir finalement ce que c'est que l'influence en termes précis, immédiats. Et je crois que ça ouvre le risque de nouveaux fantasmes, de nouvelles manipulations, et que contrairement à ce qu'on imagine, on ne se préservera pas de manipulation par ce choix de la discrétion, mais plutôt par celui de la transparence. La deuxième limite, ou la deuxième question qui va se poser nécessairement, vous l'avez un peu abordé, Général, c'est la question de l'intrication des intérêts privés et publics, parce que, évidemment, se pose un moment aussi la question de savoir si les moyens de l'État sont mis au service d'une population, de l'intérêt général ou bien d'intérêt privé. Et la question, par exemple, l'évolution du budget du sous-texte, par exemple, est significative parce qu'on atteint depuis quelques années des records et on n'est pas toujours certain, même si c'est au service de la souveraineté de la BITD, on n'est pas toujours certain que cet argent ne serve pas in fine davantage aux actionnaires des grands groupes que à l'intérêt général. Troisièmement, il y a évidemment la question de la conformité des partenariats aux standards internationaux en matière de droits humains et de lutte contre la corruption, par exemple. En général, vous avez évoqué le fait qu'il fallait être capable de se mettre à la place de nos interlocuteurs. Je souscris entièrement à ce point de vue. Néanmoins, la question reste entièrement posée et se repose en réalité à chaque fois de savoir si nous privilégions des partenariats politiques ou si nous privilégions le respect intégral de nos principes. Et dans ces conditions, il me semble que l'ambiguïté entre le statut du public et du privé est de nature à semer encore plus de confusion et à nous affaiblir in fine. Voilà, ce sont trois domaines que j'identifie comme des points qui font problème. Et du coup, je vais quand même poser une vraie question. Le cœur le sujet qui pose le plus problème dans nos auditions, dans ce cycle d'auditions, je crois, c'est la question de la réalité de nos intérêts en Afrique. Quels sont réellement nos intérêts? Alors je le formulerai aujourd'hui différemment. Quel est le degré de solvabilité de nos partenaires? Est-ce que nous faisons ça que pour la gloire ou y a-t-il pas quand même une question d'argent dans tout ça? Vous êtes aussi chef d'entreprise. Qui commence? Monsieur le député, vous n'espérez quand même pas que je réponde à ces questions, qui sont des questions qui sont éminemment politiques. Et je crois que tout ce qu'on a évoqué, c'est que, en tout cas, Expertise France, DCI, de ce que j'ai compris, et nous, on va proposer des options pour décliner ce que sera la stratégie qui sera définie par notre pays. C'est pas nous on a une stratégie propre business, mais sur ce que vous évoquez, on va décliner ça. Je reviens sur quels sont nos intérêts. Et là, je sors de ma fonction de président de GEOS.
C'est simplement mon appréciation et qui est plutôt fondée sur ce que j'ai vécu auparavant. Je pense que si on n'a pas une action, qui est assez forte, qui est assez coordonnée dans tout ce qui se passe dans la zone sahélienne, on va laisser se créer une zone de 3 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire la superficie de la Turquie, qui sera une zone grise dans laquelle on ne verra rien, dans laquelle ce qu'il reste des États, les warlords, les radicaux idéologiques, vont organiser une espèce de peau de panthère où chacun sera chef dans son coin, etc., vont organiser des trafics qui seront probablement accentués par des pays qui ont une logique prédatrice qui est beaucoup plus forte que la nôtre. Beaucoup plus forte que la nôtre. Et donc, quels sont les enjeux? Et c'est probablement très militaire, et ça ne répondra pas à votre question. Moi, je crois que dans cette zone-là, il y a 3 ou 4 enjeux. Le premier, c'est ne pas se laisser se développer un nouveau califat qui n'en porterait pas le nom, qu'on ne verrait même pas apparaître. Comme il n'en porterait pas le nom, je pense qu'on serait un peu moins averti, et qui, de toute façon, si jamais c'était le cas, lancerait des attentats contre les intérêts occidentaux, au sens large. Pas spécialement la France, mais ça. La deuxième chose, c'est les réactions qu'ont eues les pays sahéliens depuis qu'ils ont pris leur autonomie ou qu'ils ont banni la démocratie de leur pays, de relâcher toute forme d'engagement vis-à-vis des flux migratoires. Les flux migratoires, ce n'est pas qu'une menace, c'est aussi un drame humain. C'est quand on voit le nombre de gens qui se noient chaque année dans la Méditerranée. Et est-ce que nous, on considère que ça, au-delà du risque que ça peut avoir pour Lampedusa, etc., est-ce qu'on considère qu'on doit rester indifférent à ce qui se passe en matière de trafic? Je fais une toute petite incise là-dessus. Vous avez vu que la Russie était en train de prendre le contrôle, en tout cas des esprits de ces pays-là. Je pense qu'on a très peur des missiles et des bombes russes. Je pense qu'on devrait s'interroger sur la capacité qu'ils vont avoir à organiser des flux migratoires incontrôlés vers l'Europe, comme ils l'ont fait depuis la Bélarus vers la Pologne. Donc ça, c'est probablement le deuxième enjeu. Il faut qu'on y voit clair. Il faut qu'on y voit clair dessus. Le reste, ce n'est pas de la même nature. Mais pour moi, c'est les deux enjeux, en tout cas en matière que je vois avec un microscope militaire. Et je ne pourrais pas aller plus loin sur toutes ces bonnes questions. Et peut-être en complément, monsieur le député, deux éléments sur la transparence et les règles de bonne gestion des ressources. La première, c'est peut-être pour préciser que en tant qu'agence publique de coopération, nous sommes évidemment soumis à un certain nombre d'obligations de transparence. Toutes nos activités sont disponibles, localisables, et d'ailleurs l'ensemble du groupe AFD, dans le cadre de standards internationaux, vérifiés par des ONG indépendantes, nous place dans les meilleurs standards. Donc je ne considère pas que le renforcement de la coopération passe par plus d'opacité. En revanche, on voit bien qu'un certain nombre de forces étrangères aujourd'hui en Afrique, elles jouent clairement cette carte de l'opacité, en particulier sur des sujets sensibles, je pense notamment à la gendarmerie ou d'autres. L'autre élément, c'est que, bien sûr, la conformité des partenariats, elle aussi vérifiée sur les sujets de lutte anticorruption et de transparence. C'est d'ailleurs une action très importante de notre agence que de continuer à renforcer la lutte contre la corruption et la transparence de nos financements pour évidemment nous assurer que tout cela se fait dans les conditions les meilleures. Et d'ailleurs, en réalité, dans notre matrice de risque, le risque avéré dans nos financements est très faible, bien que nous agissions dans des contextes où la corruption peut être, elle, très présente. Merci. Pour ma part, monsieur le député,
plusieurs points pour répondre à votre question. S'agissant de l'opacité, je rebondis sur ce que vient de dire le directeur général d'Expertise France. Évidemment, toutes nos activités sont extrêmement contrôlées, régulées, font l'objet d'audits, et elles répondent à des règles d'éthique élémentaires, notamment compte tenu du contrôle exercé par l'État en direct sur nos organisations, et qui est d'autant plus important que nous sommes dans des domaines éminemment sensibles. Je veux quand même ajouter que discrétion n'est pas opacité. En tous les cas, s'agissant de DCI, compte tenu de certaines missions vraiment très particulières, dans des géographies très particulières, il y a de la discrétion, mais elle se fait en parfaite transparence, évidemment, par rapport aux autorités françaises. Je veux aussi réagir sur l'intrication intérêt public et privé. Je pense qu'il ne faut pas forcément les opposer. J'ai un exemple très précis. S'agissant de DCI, nous avons une filiale qui est baptisée Elidax, une filiale à 100% DCI, où nous mettons à disposition une flotte d'hélicoptères, 45 hélicoptères, pour la formation des pilotes d'hélicoptères de l'armée de terre. C'est un gisement de gains, d'économie substantielle si on compare la disponibilité de cette flotte dédiée à la formation par rapport à ce qu'était le dispositif antérieur couvert par nos armées. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément opposer les modèles. Vous n'avez pas forcément tort sur tout. Les intérêts peuvent être divergents, mais il peut y avoir de la complémentarité et une approche qui soit bénéfique pour tous. Les standards internationaux que vous évoquez, là aussi, je voudrais insister sur le fait que, pour notre part, notre référencement auprès des autorités de l'Union européenne et de l'OTAN a été rendu d'autant plus facile que, précisément, nous avions la preuve, ou nous étions en capacité de démontrer que nous faisions l'objet d'un contrôle extrêmement étroit de la part des autorités françaises. Donc, une des raisons sur lesquelles nous avons ce positionnement désormais de multiplicateur de l'action de la France grâce à du multilatéral, c'est que, précisément, les organisations internationales reconnaissent à la France, au travers des dispositifs que nous avons mis en place, une crédibilité, un sérieux dans le suivi et le contrôle de l'ensemble des démarches. Voilà. Merci. Je vais donner la parole au mouvement démocrate et à M. Vincent Bru. Merci, Monsieur le Président. Au nom du groupe démocrate, je tiens à vous remercier tous les trois pour votre venue devant notre commission et pour les exposés très clairs que vous avez faits. La coopération, les échanges techniques et de savoir avec nos partenaires africains, l'accompagnement dans la croissance des entreprises dans un cadre sécuritaire sont des actions d'importance pour le rayonnement de la France. Mais tout cela doit s'inscrire dans la garantie de protection de ressortissants, de nos ressortissants, sur le territoire partenaire où ils agissent. Or, les bouleversements au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger rappellent l'importance de la protection de nos ressortissants et de pouvoir les exfiltrer dans un plan coordonné et rapide. Aussi, ma première question, c'est de savoir quelles sont les mesures d'accompagnement qui sont prises pour garantir la sécurité des expatriés en cas de perturbation au sein de ces pays africains, comme pourrait le devenir, par exemple, prochainement le Sénégal. Par ailleurs, les échanges de savoir-faire et de compétences permettent de garantir des liens avec nos pays partenaires africains, mais pour autant, dans le cadre de ces transferts, quelles sont les garanties qui sont mises en place pour s'assurer que ces savoir-faire ne sont pas diffusés et sont réellement protégés? Enfin, si je me permets de quitter le continent africain pour poser une question plus précise au président de DCI, j'ai lu ce matin un article dans le Canard enchaîné qui évoque le problème d'un appel d'offres qui serait incomplet et qui a entraîné un retard dans la formation des armées ukrainiennes. Accepteriez-vous exceptionnellement de donner à la Commission quelques précisions à ce sujet? Je vous en remercie. Merci, monsieur le député, pour votre question. Peut-être sur la garantie de protection de nos ressortissants. Alors, je pense que nous trois ne sommes pas en charge de la protection de nos ressortissants. Le dispositif dans les pays, il est sous le contrôle de l'ambassade, de l'ambassadeur et du centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay qui coordonne tout cela. Nous, on applique strictement, évidemment, les consignes. En revanche, là où je pense que nous sommes tous les trois dans la même situation,
Du fait de notre intervention dans des pays en crise, parfois même en guerre, nous apportons un soin tout particulier à la sécurité de nos personnels, qu'ils soient expatriés ou locaux, français ou internationaux, avec des formations obligatoires de sécurité en ce qui nous concerne avant tout départ sur le terrain, des plans très stricts de sécurité, car des incidents, nous en avons très régulièrement, et il est extrêmement important d'appliquer le maximum de protection sur des standards d'ailleurs qui, je pense, font référence dans le secteur. Voilà, merci. Je complète juste cette question d'évacuation. Donc, nous avons, quand nous sommes sollicités par des entreprises, nous mettons en œuvre ces plans. Nous venons d'évacuer, sans que je cite la société, un certain nombre d'expatriés qui étaient en Haïti, compte tenu de la situation en Haïti. Donc, si on contractualise avec GEOS, on voudrait un plan d'évacuation, on voudrait un système de soutien sanitaire, etc. Nous faisons ça. Nous avons mis en place pour une cinquantaine d'expatriés une grande entreprise de défense française en Égypte, tout ce que vous évoquez. C'est-à-dire, on a sécurisé tout ça, on sécurise leur mouvement, on a établi un plan d'évacuation, on leur a montré le plan d'évacuation, ils l'ont validé, et d'ailleurs, on a procédé à une première évacuation sanitaire hier, puisque l'un d'entre eux s'est cassé le péroné dans un marché. Donc oui, le boulot de GEOS, c'est de faire ça. C'est de faire ça jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire que nous, on ne porte pas d'armes et les gens qui sont avec nous ne portent pas d'armes. Mais évacuer rapidement, affréter un avion, affréter un médecin, évacuer sur une zone sanitaire de niveau 3, c'est ce que nous faisons pour toutes les entreprises qui nous le demandent. Et évidemment, quand la tension augmente dans un pays, ces plans où nos responsables prennent contact avec l'ambassade pour voir comment tout ça peut être coordonné. Monsieur le député, je répondrai aux deux questions suivantes. D'abord, sur les risques de diffusion de nos savoir-faire, c'est une vraie question. J'insiste sur le fait qu'en termes de formation militaire, tout est soumis à l'autorité de la CIEMJ qui évalue au cas par cas. C'est-à-dire que pour une même formation, vous pouvez avoir des niveaux de spécialité qui ne sont pas de même nature selon le pays, selon la nature évidemment des relations que nous entretenons avec les forces armées concernées. Mais en tout état de cause, je dirais que c'est le sous-jacent ou le corollaire de tout partenariat. Il doit reposer d'abord sur de la confiance. À partir de là, une politique est engagée. Je voudrais aussi ajouter sur le fait que ces formations, elles ont souvent une durée, une validité limité dans le temps. Il y a un certain nombre de savoir-faire, effectivement, qui sont particulièrement sensibles, stratégiques, mais leur entretien, le volet entraînement, maintien de cette compétence, elle s'apprécie aussi dans la durée. Donc j'insiste et je reviens sur un point déterminant, c'est qu'au-delà de la formation, la capacité à maintenir les liens avec les pays formés ou les stagiaires formés est déterminant. À partir du moment où on a plus de respect ou de confiance qui s'établit, ce lien, de fait, il est coupé. La question plus particulièrement, s'agissant de DCI, vous évoquez l'appel d'offres s'agissant de la formation au profit de l'Ukraine. Appel d'offres qui a été annulé, je crois, pour la deuxième fois. Il ne m'appartient pas d'en juger, d'ailleurs, sur le fond. Je profite quand même de l'occasion, parce que ce n'est pas tout à fait notre sujet, mais c'est un bel exemple qui peut nous ramener éventuellement à l'Afrique. Dans sa grande sagesse, les parlementaires avaient, à l'occasion de la LPM, proposé un article de loi, article 50, il me semble, permettant de recourir à un opérateur du ministère des Armées, initialement DCI était désigné, pour permettre au ministère des Armées d'agir de manière très réactive dans des domaines sensibles, bien délimités, sachant qu'il ne s'agit en aucun cas, évidemment, d'éviter les règles de la commande publique, mais pour
précisément jouer ce rôle d'auxiliaire au profit des armées. Malheureusement, comme vous le savez, cet article n'a pas été conservé par le Conseil constitutionnel pour des raisons procédurales considérées comme cavalier. Je pense que c'était une bonne idée de la part du Parlement parce qu'il participait de notre logique d'influence. Là, donc, je reviens sur le cas que vous citez. Vous voyez bien que cette approche qui consiste à qualifier au travers d'un appel d'offres des besoins très spécifiques, éminemment sensibles, et sont très difficiles finalement à formaliser. La crise ukrainienne est survenue au printemps 2022. Vous voyez, on en est au 2e appel d'offres. Heureusement, nous avons, avec l'EMA, l'EMA a établi un accord cadre en urgence désignant des CI pour pourvoir dans l'urgence à ces formations, mais le droit, faute de véhicules juridiques adaptés, obère les capacités du ministère des Armées aujourd'hui dans sa capacité à recourir à un acteur tel que DCI. Voilà. Après, sur le fond, s'agissant de cette décision de justice, il ne m'appartient pas d'en juger et je n'en connais pas véritablement le motif. J'insiste, l'objectif n'est en aucun cas de contourner les règles de la commande publique, mais vous avouerez que ce serait étrange qu'on recoure à un prestataire quelconque pour assurer la formation des équipages de sous-marins au Brésil, aux Philippines, ou quelques savoir-faire pour faire le lien par rapport à votre deuxième question, qu'il est de bon ton de bien vérifier que l'on ne confie pas à n'importe qui. Merci. Nous allons terminer avec les orateurs de groupe, avec Horizon et Apparentés. Je laisse la parole à Xavier Battu. Merci, Monsieur le Vice-président. Messieurs, l'Union européenne dispose depuis 2021 d'un instrument extra-budgétaire financé par les contributions des États membres pour financer des interventions conduites par ses partenaires en Afrique, la Facilité européenne pour la paix. Cet instrument remplace la Facilité de paix pour l'Afrique pour couvrir d'autres zones de conflit dans le monde. Elle a permis notamment de soutenir militairement l'Ukraine dans sa guerre qui l'oppose à la Russie. Dans le contexte africain, Expertise France et DCI, qui a été accrédité l'année dernière par la Commission européenne, en sont des bénéficiaires majeurs. Or, la FEP est un instrument de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne. Et les financements doivent s'effectuer, j'imagine, selon un principe de conditionnalité. Ma question porte donc sur la manière dont vous intégrez la dimension européenne de votre action. Prenez-vous en compte la stratégie de l'Union européenne au Sahel définie par le Conseil en 2021 ? Quelle coopération mettez-vous en place avec d'autres opérateurs européens sur le terrain ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député, pour votre question. En ce qui nous concerne, c'est évidemment un sujet majeur. Au-delà de la facilité européenne de paix, nous mobilisons entre 400 et 500 millions d'euros par an à Bruxelles. Et pour tous ces programmes, bien sûr, ils répondent aux orientations politiques définies par Bruxelles et aux stratégies qui sont définies. C'est le cas pour la Facilité européenne de paix, qui répond au mécanisme sur la paix et la sécurité propre à l'Union européenne. La manière dont on se coordonne, elle est faite à double titre. Elle est, dans un premier temps, je pense, et ce que nous avons réussi à faire, d'essayer également, c'est mobiliser la capacité des opérateurs français à se mobiliser sur la Facilité européenne de paix en Afrique et ailleurs. Je pense que c'est un élément très important qui nécessite un dialogue continu avec Bruxelles et avec les délégations de l'Union européenne sur ce sujet-là. Elle nécessite une coordination par notre représentation permanente à Bruxelles évidente. Et pour moi, elle aura de plus en plus une dimension multi-étatique qu'il nous faudra prendre en compte, c'est-à-dire la capacité aussi à travailler avec d'autres partenaires de l'Union européenne. C'est pour cela d'ailleurs que du côté d'Expertise France, nous mettons en œuvre un certain nombre d'équipes Europe, de plus en plus une dimension qui aujourd'hui est évidemment totalement nécessaire à notre activité avec les fonds européens.
J'abonde totalement dans le sens de ce qui vient d'être dit. Donc, pour mémoire, vous le savez, Facilité européenne de paix, c'était un plan à 5 ans, 12 milliards d'euros 2022-2025, qui devrait être abondé significativement prochainement. Vous connaissez tous la part prépondérante qu'occupe l'Ukraine dans ce budget. Moi, je retiens que, d'abord, sur 2023, comme vous le savez, je l'ai indiqué, on a pris le train en route, mais on a pu capter quand même près de 60 millions d'euros pour l'Afrique. Donc, au-delà de l'Ukraine, c'est un véhicule intéressant. Effectivement, tout cela se fera de manière de plus en plus coordonnée. L'exemple, notamment, que l'on a, c'est une coordination nous renforcée avec l'économat des armées, où nous sommes très complémentaires. L'économat des armées, il y a une vraie compétence en matière de logistique pour porter en projet, qui intègre de la formation des équipages de drones pour 3 millions d'euros. Donc, effectivement, d'où l'intérêt de cette approche coordonnée et de pouvoir capter au mieux ces budgets, qui seront d'autant plus intéressants d'ailleurs et importants dans les perspectives de reconstruction de l'Ukraine dans les années à venir. Merci. Vous n'intervenez pas. Bon, pas de... Juste pour dire que Géo n'est pas concerné directement. En fait, nous, on met en œuvre la politique de l'Union européenne dès lors que les gens nous demandent d'assurer la sécurité de leurs emprises. Mais ça se limite à ça. Et donc, c'est une part très, très marginale de ce FEP. Nous allons passer aux questions des députés et nous allons commencer par Jean-Michel Jacques. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos propos et les réponses que vous avez déjà apportées à mes collègues. Heureux de vous retrouver, parce que nous avions travaillé il y a quelques années ensemble lorsque je menais une mission d'information sur le continuum sécurité, défense et aide au développement. Finalement, on se retrouve un petit peu dans cette thématique. À l'époque, une de mes recommandations tournait autour de la coordination, et j'entends dans vos propos souvent nous devons mieux nous organiser, nous devons avoir une vision globale pour mobiliser les bons acteurs, je vous cite, nous devons avoir une réponse intégrée. Finalement, c'est ce que l'on retrouve il y a déjà quelques années. Et on avait raison de l'identifier, vous avez bien raison de l'exprimer, parce que c'est vrai que vous avez différents acteurs, nos armées, on en a parlé, mais non, on a aussi l'AFD, l'aide au développement participe aussi à cette approche globale d'influence. Les ONG, qu'on n'a pas beaucoup évoquées, mais qui ont leur part aussi, et puis parfois des postures aussi qui sont différentes. Le ministère des Affaires étrangères, la BITD et la DGA aussi que vous avez évoqué. Et vos travaux, votre travail doit se décliner au niveau national de façon coordonnée, au niveau local aussi. On n'en a pas beaucoup parlé, mais au niveau local. Et puis au niveau international, ça a été évoqué tout à l'heure. Cela nécessite, et on l'avait déjà identifié, un intégrateur, alors du type CPCO, comme le disait par exemple le général Castres, pourquoi pas. En tout cas, une instance de pilotage interministériel. Alors ma question est simple, c'est concrètement, à ce jour, en attendant mieux, avez-vous au moins des rendez-vous réguliers interministériels pour avoir une approche et une vision partagée de la stratégie d'influence du gouvernement dans laquelle vous vous intégrez, et sachant que si vous avez ces réunions, ça va vous permettre, bien entendu, de mobiliser les bons acteurs aux bons endroits. Je vous remercie. Je pense, monsieur le député, que vous avez mis le doigt sur le sujet clé. On n'en a pas parlé parce qu'on est parti sur une approche très, très macro, mais la réussite de tous nos projets, elle est locale. Et donc, elle doit, quand on parle d'approche intégrée, c'est une approche intégrée qui est toujours territoriale, évidemment. Et je pense que c'est à ce niveau-là, de cette approche territoriale, que, ce que je disais dans mon propos introductif, on doit introduire une approche multidimensionnelle. Quand on parle d'approche sécuritaire territoriale, on doit aussi tenir compte des besoins des populations locales. On doit aussi tenir compte des perspectives d'avenir des populations locales si on ne veut pas
fasse d'autres choses qu'on n'a pas envie qu'elle fasse. Tout ça, ça nécessite une connaissance fine du terrain, une structuration sur place et une capacité à mobiliser des acteurs une très grande diversité d'acteurs. Vous avez parlé des ONG, c'est clair, c'est très important, les ONG locales en particulier, mais aussi des acteurs publics, parce qu'il faut renforcer la capacité des acteurs publics sur le terrain là-dessus. Cette approche territoriale intégrée, je pense que c'est la principale leçon que nous tirons tous des dernières années sur le continent africain et en particulier au Sahel. C'est celle que nous appliquons aujourd'hui. D'ailleurs, nous l'appliquons avec succès, avec un certain nombre de succès sur le continent africain. Elle nécessite du temps, elle nécessite un peu de préparation, de connaissance terrain aussi, qui doit se faire, et elle ne peut pas se faire à Paris. Pour répondre à votre deuxième question, bien sûr, nous avons cité les différents espaces dans lesquels on se coordonne avec les pouvoirs publics, bien sûr. Mais l'approche territoriale intégrée, elle a une dimension locale, en réalité. Ça n'est que sous le contrôle de notre ambassade, ça n'est que dans le dialogue avec nos partenaires des pays en question que se forme cette structure-là. Après, sur la capacité d'intégration, Expertise France, nous sommes par nature un intégrateur de compétences. Donc après, on a les structures pour mettre en place cette approche territoriale. En revanche, il faut qu'elle devienne notre grille de mise en œuvre commune des projets de manière générale, où que nous soyons. Vieux sujet. Loch Ness. D'abord, je crois que fondamentalement, nous devons être conscients que plus aucune administration seule, plus aucun pays seul n'est capable de résoudre une crise aujourd'hui, même le plus puissant du monde. Et on a vu l'échec des États-Unis sur un certain nombre de crises. Donc aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la période de l'inter. Et l'inter, c'est l'interservice, c'est l'interministériel, c'est l'inter-public-privé, et c'est aussi la capacité où on peut, dans cette discussion, faire entrer les ONG. Et ça, on est capable de le faire relativement bien au niveau interministériel. Je rappelle quand même que le premier accord entre l'AFD et les armées, il date signé par Rémy Rioux et le général de Villiers, ça remonte à 7 ans. Avant, il n'y avait pas d'accord. Donc en interministériel, on n'est pas non plus les champions du monde. Donc il y a encore des progrès à faire dans ce domaine-là. Quant à la coordination entre le secteur public et le secteur privé, hormis des sociétés qui ont des liens très directs avec l'État, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Et les discours politiques de dire « allez investir ici », etc., ils sont suivis ou pas suivis, mais il n'y a pas de coordination. Comment on peut faire ça ? D'abord, il y a une machine à produire de l'interministériel qui existe et qui le fait très bien sur ce genre de stratégie, c'est le SGDSN. Il faut que le SGDSN il produise de l'interministériel en matière de stratégie. Il l'a déjà fait pour un certain nombre de sujets, il le fait bien, mais le SGDSN, c'est ni un acteur normatif, ni un acteur opérationnel. Lui, c'est simplement le notaire de la République qui fait accoucher les gens de leurs accords ou de leurs désaccords. Mais il le fait très bien. Et ensuite, il faut un deuxième niveau, une fois que cette stratégie a été élaborée, qu'elle a été validée par le pouvoir politique, c'est qui va s'occuper de rattacher le secteur privé à cette stratégie et comment on fait pour imposer ou pour solliciter ou pour obliger le secteur privé à s'inscrire dans cette stratégie. Je n'ai pas de réponse à ça, mais il y a bien 3 étapes. Il y a l'échelon local, ça a été évoqué. Il y a la partie stratégique au niveau de l'État. Et ensuite, il y a comment on décline ça. Aux États-Unis, ils ont un organisme qui s'appelle le NSC. Le NSC, c'est 400 personnes. C'est 400 personnes qui sont là pour préparer les décisions du président des États-Unis et qui sont là pour s'assurer ensuite que tous les acteurs concernés vont la mettre en œuvre. Nous, on n'a pas ça. En tout cas, on n'a pas ça en matière ni opérationnelle ni normative. Et on ne peut pas espérer que ce soit simplement la cellule diplomatique et l'EMP de l'Élysée qui fassent ça.
Et donc, il y a un sujet sur comment on met ça en œuvre, comment on aiguillonne la mise en œuvre, comment on la contrôle, comment on en assure le suivi, et comment on connecte ce qu'on est capable de faire au niveau étatique avec le monde privé. Et ça, pour l'instant, moi, j'ai pas vu la solution encore, ou j'ai pas vu la façon dont ça a lieu. Merci pour cette question, monsieur le député, très, très intéressante, effectivement, qui pose régulièrement, qui interroge régulièrement. Quand même, en préambule, je pense que un des points essentiels, si on revient à l'ensemble des acteurs, c'est quelles sont leurs intentions. S'agissant de DCI, elle est claire, hein, comme je l'ai évoqué, notre mission, c'est la mission d'influence de la France. Je ne suis pas sûr que les ONG aient forcément toujours la même mission. Donc la question de la coordination, elle doit aussi se mesurer à l'aune de l'intention des acteurs considérés. Moi, je rebondirais sur ce qui a été dit par le directeur général d'Expertise France. En France, c'est vrai qu'on a toute une structure, une culture administrative, mais l'essentiel, c'est comment ça se passe, et ça débute sur le terrain, en termes d'expression du besoin, en termes de réalité. Moi, je me félicite, en Afrique comme ailleurs, de l'excellente coordination dans les sujets que nous venons de traiter, entre le réseau des ambassadeurs, nos attachés de défense, dont le niveau est remarquable, ouais, et puis nos coopérants. Et cet échelon de coordination, il est déterminant au quotidien parce qu'il nous permet d'être le plus efficace possible. Et tous les pays alliés, d'ailleurs, et tout, en ont le mesure chaque jour. Cet échelon local est déterminant parce que sinon, on peut faire des réunions à Paris, mais si ça ne se traduit pas sur le terrain, finalement, ça... La deuxième chose, en tous les cas, toujours pour DCI, au niveau central, cette coordination, elle existe, elle est étroite avec le ministère des Armées, je l'ai évoqué au travers du comité d'expertise opérationnelle qui rassemble les différentes interfaces, DGRIS, EMA, et puis les états-majors d'armée. J'ajouterai à ces interfaces très étroites avec le ministère des Armées le lien particulier que nous avons avec la DCSD au niveau du MAE, compte tenu de la nature des activités et notre rôle, notre positionnement parfois sur des expertises très particulières où nous sommes amenés à renforcer la DCSD. Autre acteur important avec lequel nous sommes naturellement coordonnés aussi, c'est Civipol, opérateur du ministère de l'Intérieur, au même titre que DCI est l'opérateur du ministère des Armées, puisque nous sommes le deuxième actionnaire après l'État de cet organe, qui a un avantage particulier, c'est que souvent, on ne l'a pas évoqué, mais souvent, il existe un vrai continuum défense-sécurité. En termes d'expertise, notamment sur le haut du spectre, alors Expertise France, vous connaissez très bien. Mais voilà, en tous les cas, cette complémentarité, elle est essentielle en termes d'efficacité. Et moi, je me félicite des contacts et de la coordination que nous avons. Enfin, dernier niveau, évidemment, européen, 9 pour DCI. Mais le fait d'être totalement intégré au sein de la représentation permanente de l'Union européenne, où nous retrouvons nos amis d'Expertise France, nos amis de Civipol, où au quotidien, nos équipes peuvent discuter, complètement insérés dans l'outil étatique, où nous apparaissons comme des outils étatiques vis-à-vis de l'extérieur. C'est déterminant. Et pour Civipol également, au sein de la représentation permanente de l'OTAN. Nous avons cet référencement unique aujourd'hui. Nous sommes les seuls à être référencés au sein de l'OTAN. Nous avons été invités au sommet de Madrid au mois d'octobre dernier. Nous étions la seule société, précisément parce que nous sommes intégrés au sein de la RP OTAN. Enfin, c'est le même bureau RPUE, RP OTAN, mais en tous les cas, nous avons cette reconnaissance par les autorités institutionnelles françaises dans ces instances en multilatéral. Merci. Cette série de questions par la députée Delphine Lingman. Merci, Monsieur le Président, messieurs. Alors, vous avez parlé de l'Afrique de l'Ouest avec un focus sur l'Afrique subsaharienne, avec la nécessité d'un changement de stratégie, de passer d'une stratégie démonstrative à une stratégie plus discrète, d'un champ physique à un champ immatériel. Moi, j'aimerais vous parler de la stratégie d'influence sous le prisme de la guerre informationnelle, notamment. Agissez-vous
au sein de vos structures au niveau de cette sphère informationnelle? Si c'est le cas, de quelle manière? Et dans la nécessité de décentration, d'adaptation de nos collaborations aux besoins finalement des pays africains, avez-vous des remontées dans ce sens de nos partenaires africains? Je pense notamment au niveau de DCI et des formations. Et la deuxième question que j'aurais, ce serait sur nos interactions. On a beaucoup parlé de l'interaction avec nos alliés européens. On sait qu'il y a un regain récent des États-Unis sur cette zone. La vice-présidente Kamala Harris a même récemment tweeté en disant que pour les États-Unis, l'avenir et l'économie mondiale, l'avenir, c'est l'Afrique. Est-ce que vous travaillez également avec les Américains ou pas? Voilà, mes deux questions. Je vous remercie. Je peux commencer, merci Madame la députée. Oui, sur les sujets de guerre informationnelle, nous sommes présents. Expertise France-Lay, l'AFD-Lay. Nous mobilisons aussi l'expertise de Canal France International qui est spécialisé sur la formation des journalistes, qui est un acteur aussi important, sous différents angles. L'appui aux médias et aux journalistes est un axe fort, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi la formation d'un certain nombre de personnes, aussi bien dans le champ des médias que de l'État. Je pense en particulier à des programmes pour comprendre, par exemple, les finances publiques. Il faut parfois former les journalistes à lire un budget. Et c'est assez utile en réalité, sans parler des initiatives qui relèvent plus de la protection contre les cyberattaques et de la sécurité sur les réseaux, qui est aussi un enjeu essentiel, et on le fait par l'appui d'un certain nombre d'initiatives régionales. Donc oui, nous sommes présents bien sûr sur ce champ-là qui est majeur, avec une coordination très renforcée de la part du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et notamment de son porte-parole sur ces sujets-là. Sur le regain d'intérêt des États-Unis sur l'Afrique, les États-Unis ont toujours une relation un peu cyclique au continent africain, avec une présence forte. Ils y consacrent une part importante de leur aide au développement, avec un mécanisme qui passe beaucoup par des prestataires américains, moins d'ailleurs en soutien aux États que ne le sont les institutions françaises, ce qui fait que le niveau de dialogue n'est pas toujours, au niveau technique en tout cas, il peut être bon dans l'informel, il est peut-être un peu moins dans les manières de faire, parce qu'on n'a pas tout à fait la même manière d'agir, notamment que USAID, même si sur certains sujets très spécifiques, notamment les pays en crise, où parfois seule l'expertise France est présente, on peut avoir une coopération assez fructueuse avec les Américains. Il faut préciser ce que c'est que la guerre informationnelle. Nous, on ne fait pas la guerre informationnelle. Donc, nous, on protège nos propres systèmes. Si jamais des entreprises nous le demandent, on est capable de faire des audits de leur système de leur système informatique, etc. Et pour une entreprise privée, la guerre informationnelle, c'est les relations publiques, c'est son autopromotion. Mais on ne fait pas la guerre informationnelle. Évidemment, je regarde de temps en temps les réseaux sociaux, je vois ce qui s'y passe, mais on n'intervient pas dans ce champ-là, absolument pas. En fait, notre guerre informationnelle, c'est participer au développement commercial de l'entreprise, mais pas dans le sens où vous l'entendez et pas dans le sens où l'on voit que ça se passe avec un certain nombre de sites ou d'acteurs qui sont des proxys et des compétiteurs stratégiques de la France en Afrique. Donc, on ne fait pas ça. Comme je crois le comprendre. Non, on ne fait pas ça. S'agissant des CI et sur le volet formation, nous ne participons pas en Afrique à ce genre de formation. Ça ne rentre pas dans notre catalogue.
J'insiste sur le fait que notre approche consiste à faire et pas à faire. On est évidemment sur le champ uniquement de la formation dans des domaines, mais en tous les cas pas celui-ci. Nous avons une offre de formation dans le domaine cyber en défensif qui pour l'heure est utilisée d'abord en Europe, pas encore en Afrique. C'est un des enjeux des années à venir. Et j'évoquais la discrétion, il n'est pas, les sujets sur lesquels nous restons discrets n'intègrent pas ce champ d'action, ce type de formation. Vous avez évoqué ensuite les États-Unis. Pour notre part, en vérité, nous n'avons pas de compétiteurs à proprement parler privés américains. En revanche, les États-Unis, au travers du dispositif FMS à l'international, est en concurrent pour DCI, en ce sens que par ces dispositifs, les armées américaines couvrent les besoins de formation de leurs alliés. Donc pour nous, très concrètement, c'est d'abord en compétiteur et en compétiteur institutionnel. Merci. Nous allons clore cette séance. Mon général, messieurs, chers collègues, ces échanges ont été riches et complet. Il rappelle, s'il le fallait, l'importance que tient la coopération française avec l'Afrique. Merci, messieurs. Nous en retenons des enseignements sur la politique française, non seulement sur les dimensions de sécurité, mais également de coopération militaire et civile, d'aide au développement, de gestion et de crise, et ce, dans le domaine public et privé. Nous avons abordé avec la question de M. Bru la question de nos ressortissants, et je me permets ici d'apporter tout mon soutien aux Français présents sur ce territoire qui connaît ces derniers jours des temps tumultueux. Merci très sincèrement, messieurs, pour votre participation.